que ça doit nous faire peur, le film que tu vas nous conter ce soir. Le film Fury, oui, je pense le que... Fury qui a fait beaucoup parler de lui. Bon, il est beau. D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez entendu dire sur ce film? En tout cas, juste dans ce qui est ressorti. Il était très très violent. D'accord. Il était extrêmement violent. Les avis étaient partagés. Il était d'une grande violence, ça je l'ai entendu. Après, moi, je trouvais l'histoire que, voilà, la division qu'il prend au niveau il raconte la division des blindés. Mais je trouvais ça pas mal. Mais après, est-ce que il en fait quelque chose de bien? Parce que la bande-annonce, franchement, ça faisait peur. En fait, je pense qu'il peut interpeller, c'était que le film soit vendu comme en fait un film entre du Terrence Malick et du Spielberg sur le Soldat Ryan. Donc déjà. Ah bon? Ah oui. J'avais pas la moi Ah non, ça a été vendu comme ça, ça a été vendu comme ça. Et forcément, moi, ça m'a intrigué. Je voulais voir. D'accord. Et donc, tu as vu. Et donc, j'ai été voir. Et donc, tu vas nous raconter tout ça. Voilà. L'histoire. Très rapidement, tu as commencé un petit peu à l'évoquer. Ça se passe en 45. Les Américains arrivent, en fait, en Allemagne. Le personnage campé par Brad Pitt est, en fait, une sorte de commandant ou pilote de char. Et donc ils sont face en fait à la résistance des derniers Allemands et surtout en fait des nazis, des Waffen-SS qui veulent pas lâcher le morceau alors que la défaite est déjà annoncée. Ouais. Donc voilà, ça c'est le topo en fait de départ que vous avez pu en fait lire un peu partout. Et donc oui, quelque part, je dois reconnaître que on va dire le premier tiers, la première moitié du film a bien en fait quelques petites teintes et doit bien en fait quelque part en fait dire quelques inspirations, quelques ressentis qu'on peut trouver en fait chez Malick ou chez du Spielberg dans le Soldat Ryan. Donc oui, en l'occurrence, le film n'a pas été non plus trop mal vendu. C'est vrai qu'il y a vraiment ce côté violence, on va dire les combats très âpres, la violence des combats, le côté très cru aussi des combats, des rapports aussi humains. On voit justement l'équipage qui est piloté. Puis c'est aussi les rapports humains qui sont vraiment voilà. On voit en fait, il explique à un certain moment que Brad Pitt a fait toute la campagne depuis l'Afrique du Nord. Donc c'est des soldats qui sont à la fois pourvus en fait, ou du moins qui sont aguerris au combat, mais qui sont aussi épuisés et aussi dégoûtés par tout ce qu'ils ont vu. Donc c'est vrai qu'ils ont un rapport en fait à la mort, aux soldats en fait adverses, qui est quand même assez en fait dur en fait à l'écran. Le personnage de Brad Pitt est vraiment présenté comme un personnage qui est à la fois une sorte de pourri, dur, pragmatique aussi par rapport en fait au conflit. Et c'est vrai que on est très loin en fait de la vision du soldat à la John Wayne qu'on peut voir dans Le Jour le plus long. Voilà, on est vraiment dans quelque chose voilà. Et c'est vrai que toute cette entre deux, il y a eu d'autres personnes que John Wayne. Le film de guerre a évolué. Ne serait-ce que tu vois à Croix de fer de Peckinpah. Ouais, mais je ressors ça parce que moi ça a été par exemple alors forcément je vais refaire un parallèle avec le Soldat Ryan. Parce que pour moi, en fait, le Soldat Ryan, en plus qui traitait en fait du débarquement du 6 juin, qui avait été quand même, je veux dire, le dernier film référence avant le Soldat Ryan sur le débarquement, c'était quand même Le Jour le plus long, avec toutes ces pléiades d'acteurs et surtout une vision très idéalisée, très hollywoodienne du soldat héros, mais avec en plus un côté très chevaleresque, voilà, très propre sur lui. John Wayne qui prend une balle dans le pied et qui a juste mal et qui est juste dans une brouette en train de commander son. Voilà, il y a un côté très risible en fait dans cette vision là en fait de la guerre, surtout de cette guerre là, et en l'occurrence voilà quand il a abordé en fait ne serait-ce que le débarquement à Omaha Beach. Et voilà, c'est vrai que du coup en fait c'est vrai que ça faisait, et c'est aussi en cela je pense que le film de Spielberg, le Soldat Ryan, était vraiment je pense à la fois bénéfique et puis a été une sorte de révélateur pour beaucoup de gens. On n'avait jamais vu le débarquement. Alors on avait vu on peut dire oui, mais il y a déjà eu Full Metal Jacket, il y a déjà eu ces films sur la guerre du Vietnam, mais encore une fois, oui, c'était la guerre du Vietnam, mais la guerre du Vietnam, c'est pas la même chose, parce que la guerre du Vietnam était déjà ressentie comme étant quelque chose de dur, de difficile, de horrible, déjà au moment même où la guerre se passait, alors que la Seconde Guerre mondiale, il y avait déjà très rapidement après dans le cinéma et pendant très longtemps, jusque dans les années 80-90, peut-être jusqu'à Malick et puis Spielberg, il y avait vraiment cette vision très héroïque du GI ou du résistant français qui combat contre c'était très alors que là voilà, on est vraiment sur le côté très cru des choses. Les soldats américains comme dans le film Fury sont là en fait pour
mettre à bas en fait le régime nazi, que les combats sont difficiles quelquefois. Voilà, il n'y a pas d'honneur chevaleresque en fait sur le champ de combat, et c'est vraiment ça qui est montré. Et le personnage, à la limite, le personnage de Brad Pitt, de Commander Char, qui prend parfois des décisions qui paraissent inhumaines, injustes, voire quelquefois à la limite en fait de l'horrible, dans le sens où on va tuer un peu certains soldats alors que il y a des situations qui fait que ce serait pas forcément justifié, mais montre vraiment et vraiment dépeint vraiment en fait ce que pouvait être en fait un soldat dans telle situation à l'époque. Et ça, c'est en ça en fait que le film est très intéressant sur la première moitié, premier tiers, première moitié. Surtout, on est dans leur quotidien parce qu'on vit beaucoup à l'intérieur du char. Comment ça se passe à l'intérieur d'un char ? Procédé de facilité, et qui fonctionne toujours. Un des membres de l'équipage du char meurt en fait au début du film, et donc il est remplacé par le petit jeune qui vient juste d'arriver. Non. Justement, c'est le petit jeune. Alors, j'ai pas le nom parce que j'ai pas les noms sur les yeux, mais c'est un jeune acteur que je trouve vraiment assez talentueux, qu'on avait pu voir dans Le Monde de Charlie, non, c'est pas Le Monde selon Charlie, si c'est ça, Le Monde selon Charlie, qui est un film sur l'adolescence qui est sorti il y a 2-3 ans, qui était vraiment Logan Lerman. Ça doit être ça, oui. Ouais. Et qui est vraiment ça. Et vraiment, lui, il m'a surpris parce que jeune acteur que donc j'avais déjà vu dans Le Monde selon Charlie, et là vraiment qui confirme qu'il a vraiment quelques talents. Non, à côté, il y avait Shia LaBeouf, mais Shia LaBeouf, alors. Bon, je vais faire juste cet aparté sur Shia LaBeouf parce qu'on parlera des. Shia LaBeouf, paraît-il qu'il a énervé tous ses partenaires d'ailleurs sur le tournage parce qu'il s'est vraiment intégré dans le rôle et il a pas pris de douche pendant je sais pas combien de temps. Alors, je vais mettre ça de côté. Donc ceux qui étaient à l'intérieur du char, ils en pouvaient plus. C'était du vécu. Alors c'était du réaliste. Alors, on va mettre juste Shia LaBeouf et on parlera l'interprétation de Brad Pitt et on mettra en fait le package. Je finirai juste sur ce jeune acteur qui m'a vraiment très agréablement surpris, qui joue le rôle en fait presque du jeune qui arrive et par lequel en fait toutes les informations va être données et ça sera l'occasion aussi le spectateur d'avoir ce regard un petit peu neuf sur de nouveau arrivant en fait sur les événements en fait qu'on a à l'écran. Sauf que le film va basculer à un certain moment et c'est ça et là c'est le syndrome Brad Pitt. Le film bascule à la moitié du film. Le syndrome Brad Pitt comme dans 12 Years a Slave. Quelque part, je pense. Et je pense que c'est un peu lui. C'est un peu à cause de lui. Au début du film, il y a Brad Pitt l'acteur. Il y a le Brad Pitt qui interprète un personnage. Et là, on sent en fait que c'est l'acteur. Voilà, quelque part, c'est voilà. Alors, il passe pour à la fois une sorte de mix de pourri, pragmatique, machin. Voilà. En tout cas, un soldat pour lequel en fait on a tendance en fait à vraiment y croire. Sauf que là, il y a une séquence où ils arrivent dans un village, donc ils prennent un peu leur quartier, et donc forcément ils vont commencer à aller se poser chez l'habitant, manger chez l'habitant, voilà. Et donc ils arrivent dans un appartement où il y a 2 jeunes femmes qui sont là, et donc il arrive. Je vais pas vous raconter la scène, vous aurez l'occasion de le voir. Sauf que là, le Brad Pitt méchant, bad guys, machin, là devient en fait celui qui va protéger la veuve et l'orphelin, et ça va être la bascule qui va faire que là il devient John Wayne. Ouais, voilà. Là, il devient John Wayne. Et en fait, tout le reste du film, c'est ça. Alors, je vous raconterai pas la fin. Est-ce que je peux la raconter? Alors, je vais pas raconter en détail, mais je vais juste dire. Je vais pas raconter la fin. Non, c'est dommage parce qu'il autodétruit son film. Non. De cette manière-là. Non, mais voilà, il y a, sans trop raconter, on va dire que voilà, il va vraiment endosser la cape de héros à la John Wayne, jusqu'à la fin du film, jusqu'à des séquences où ça devient à la limite du risible. Je me prends des balles et je continue à faire ce que je suis en train de faire au ralenti. On n'est pas encore là, mais c'est limite. Donc et après c'est le moteur avec qui va vendre le côté un peu sacrificiel du héros, machin. Voilà, ça devient super saoulant. Et c'est vraiment dommage parce qu'encore une fois on a l'impression d'avoir 2 films. Le film. Voilà, le film à la manière de Terrence Malick et de Spielberg, avec le côté réaliste cru en fait des choses, et le deuxième un peu plus production hollywoodienne où on met bien en fait son acteur principal en avant, et en fait ça devient plus en fait un film héroïque avec comme on va dire background, ou on va dire décorum en fait la Seconde Guerre mondiale, et en fait on est en fait ce côté un petit peu antinomique un petit peu en fait sur ces 2 phases du film, et je trouve ça vraiment dommage. Et moi je m'ennuie, et moi même à la deuxième partie du film j'anticipe tout ce qui va se passer sur l'histoire, sur les réactions des personnages. Je peux même dire un petit peu, bon je vais pas raconter, mais il se passe des trucs sur les personnages et je peux même dire en fait dans l'ordre dans lequel ça va se passer, donc c'est vraiment dommage. Et voilà, voilà, sur l'histoire et sur la mise en scène et l'interprétation, du moins sur le traitement, je suis un petit peu déçu.
même si, comme le Soldat Ryan, ne serait-ce que pour la séquence de début, on peut se dire que le film vaut d'être vu, surtout en salle. Et d'ailleurs aussi en cela, le film de Fury vaut d'être vu, surtout en salle, puisque l'autre scène, là par contre, que je pourrais encore rapprocher du Soldat Ryan, mais aussi moi que j'ai trouvé d'un intérêt, presque de grand ordre en fait dans ce film, c'est qu'il y a un combat de chars il y a une séquence de combat de chars. Donc déjà c'est rarement vu au cinéma. Il y a eu quelques films russes récemment, dont le fameux Tigre blanc, qui se sont essayés c'est encore je sors des références obscures, qui se sont essayés au combat de chars. Mais là en fait on est dans une séquence en fait de face à face entre un Sherman et un char tigre en fait allemand, et il a pris aussi une sorte de parti pris en fait d'animaliser un petit peu, ou du moins de rendre en fait ça, de rendre une sorte de férocité en fait à ces combats. Et c'est vrai qu'il y a un tel travail sur le son lors de cette séquence que quand on est dans une salle de cinéma, qu'on a les effets Dolby Surround, on a en fait tous les obus en fait que l'on entend en fait tracés en fait de chaque côté en fait de notre tête. Et c'est vrai que ça participe beaucoup au côté très oppressant, très féroce, très combatif, très animal en fait. Surtout qu'un peu à la manière, c'est pour ça qu'il lorne beaucoup, je dis qu'il lorne beaucoup du côté de Spielberg, parce que un peu à la manière de Spielberg dans la dernière séquence où justement il y a un char et il avait expliqué, il avait mis une sorte de cri de dinosaure dessus. Là il y a des sortes de cris aussi animaliers, on va dire d'un peu de tigre justement, et une sorte de tigre ou de reptilien, je sais pas trop quoi, qui rajoute vraiment, et la mise en scène est vraiment très très bien faite. Et rien que pour cette séquence, pour ce jeu, cette tension aussi qui fonctionne très bien, dramatique aussi à l'écran, sur ces deux chars qui finissent à être côte à côte et à essayer de se tirer à bout portant, c'est vrai que cette séquence vaut d'être vécue. En tout cas, d'être vécue en salle et vécue en salle. Maintenant, je reviens Quoi qu'il en soit, il a été attaqué pour ses inexactitudes historiques, parce qu'il a quand même mis ça en avant, le fait qu'il y avait des consultants, etc., qui cautionnent effectivement le contexte. On pouvait reprocher la même chose à Spielberg. Parce que l'exactitude historique chez Spielberg, mis à part l'exactitude historique chez Spielberg, mis à part peut-être le débarquement, c'était très bien renseigné. Mais pas tant sur le film. Le film faudrait voir, mais c'est vrai que la série qu'on a découlée, Band of Brothers, il y avait des choses comme par exemple, des gens que je connaissais qui ont hurlé en voyant la séquence, dire que c'est la 101e à aéroporter les Américains qui sont arrivés, les premiers au nid d'aigle. Ça a un peu fait hurler dans les chaumières en France, parce que c'est quand même la division blindée en fait de Leclerc, qui sont arrivés en fait en premier. Donc, voilà. Après c'est des petits éléments comme ça, mais voilà. Après c'est vrai qu'on peut dire oui, mais c'est mieux dans l'histoire. Mais à partir du moment où on commence à toucher quelques éléments historiques, c'est toujours un petit peu, surtout quand c'est pour mettre l'armée américaine en avant. Voilà. Donc voilà. Mais juste pour revenir revenir sur les interprétations, c'est vrai que là du coup, l'interprétation de Brad Pitt est à l'image du film, c'est qu'elle est très bien au début du film, et à la fin je vois juste l'acteur Brad Pitt. J'ai dit ce que je pensais en fait de ce jeune acteur. Bon, je vais revenir par contre sur le cas. Je dis bien le cas Shia LaBeouf. Bon, on sait tous un petit peu toutes les petites histoires qu'il y a, parce que bon, en gros, il n'a pas été marginalisé, mais il a été un peu parmi persona non grata. Bon, un peu, plein la tronche pendant 2 ans. Il est pas mauvais non plus, quoi. Enfin, ça va, mais je sais pas dans quelles circonstances. Il a un peu craqué, quoi. Il a un peu craqué. C'était quand même arrivé au point où moi j'ai cru lire des histoires comme quoi il avait fait des sortes de performances où il se baladait avec un sac plastique sur la tête. Je ne suis plus célèbre. Sur la tête. La fameuse photo avec le sac, avec les trous pour les yeux. Voilà, un peu ça, déjà. Et où il avait fait aussi un autre style de performance, c'est qu'il était à Broadway, et donc il proposait à des gens, 2 par 2, de venir, en fait, passer 30 minutes à côté de lui, face à lui, en fait, où il y a une table qui les sépare, face à lui, et en fait, il passe 30 minutes à pleurer. Voilà. Oui, puis c'est aussi le spécialiste. Et il ne dit rien, voilà. Le spécialiste du plagiat, en fait, donc dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il écrit, etc. En fait, il a été prouvé par A plus B que c'était du plagiat. Et donc, du coup, en fait, il en a fait justement une performance. Il dit oui, mais justement, c'était fait exprès, je sais pas quoi, machin truc. Justement. Donc, il a été repéré au niveau du plagiat. Voilà. Dans le côté plagiat, la performance ultime de Shia LaBeouf, puisque son personnage passe son temps à avoir les yeux humides et à pleurer. Alors non seulement il se plagie lui-même parce que bon il l'a déjà fait mais surtout en fait ça a pas été sans me rappeler en fait le jeu en fait de Brad Dourif, qui moi est un acteur que j'aime beaucoup, qui est en fait un jeu quand même un peu plus subtil que Shia LaBeouf,
mais qui a vraiment cette capacité, dans beaucoup de rôles, mais en même temps c'est pas redondant, il le fait vraiment bien. Il a quand même cette capacité en fait à extérioriser en fait ses émotions avec une capacité d'humidifier en fait ses yeux et de temps en temps lâcher en fait des quelques petites larmes sur en fait des moments clés qui fait que voilà. Sauf que avec Shia LaBeouf, on arrivait quand même. Il a mis du produit pour les larmes. C'est pas un acteur d'acteur. Voilà, c'est pas naturel. On a l'impression le pchit entre chaque séquence et surtout en fait, il est tout le temps en fait avec des larmes qui coulent sans arrêt, même à des moments où on se dit mais pourquoi? Voilà, donc voilà, Shia LaBeouf, c'est alors je sais pas, c'est les fumigènes qui devaient lui piquer les yeux. Ah oui, mais ça ouais, mais dans le char, il y avait beaucoup de fumigènes parce que sans arrêt dans n'importe quelle séquence, il y en a certaines qui sont justifiées mais à d'autres moments réalité historique, il y a de la poussière et voilà, tout quoi. Genre il se retourne vers Brad Pitt, t'es sûr? Moins. Mais t'es pas obligé là, ouais, bon dans d'autres circonstances je comprendrais mais là il est content, il pleure, il est malheureux, il pleure, il est en colère, il pleure, mais vraiment les séquences il est en colère, il pleure, il se pose des questions, il pleure. Voilà, c'est monsieur Monsieur Larme. Monsieur Larme. Voilà. Donc bref, en tout cas, si on accepte un Shia LaBeouf dont la carrière est vraiment sursis pour moi là, actuellement, si on exclut en fait un Brad Pitt, il a fait il a quand même fait le nymphomaniaque de. Oui, c'est vrai, il a fait Lars mais j'ai pas vu malheureusement. Il semblerait que ce soit après d'ailleurs qu'il ait craqué. Hein. Enfin bon après. Bon, bah, oui. Si on accepte l'interprétation en demi-teinte ou du moins un peu comment dire bipolaire de Brad Pitt acteur ou Brad Pitt producteur qui voilà, j'avais même l'impression quelquefois en fait de me dire ouais non mais là il prend vraiment la voix de comment ça s'appelle de Tom Cruise et c'est genre je me mets en avant à chaque fois qu'il y a une caméra hop je me mets devant je me mets devant les attaques. Il y avait un peu ça en fait dans la deuxième partie du film. Voilà, si on accepte un peu ça et puis bon l'histoire qu'on a un peu convenu, je dirais que quand même pour le côté quand même assez réaliste des premières séquences, de la première partie du film, et puis surtout on va dire le vrai travail qui a été fait sur la mise en scène et le travail vraiment sur le son, je peut quand même que encourager en fait nos auditeurs à aller voir ce film en salle. Parce que je suis pas sûr qu'en DVD ou en Blu-ray la perception en fait sera la même. Donc voilà, donc vous pouvez aller voir les 30 premières minutes, manger vos popcorn et puis ensuite passer à autre chose. Dans un équipage d'un tank et même il y avait pas un film, la bête de guerre. Il y avait aussi Lebanon. Ah oui, la bête de guerre, oui. Il y avait aussi Lebanon, qui était un film qui est dur aussi, la bête de guerre. J'ai dit iranien, qui est pas iranien, israélien, qui est en fait sur la guerre du Liban et qui était aussi un film aussi sur en fait la vie d'un équipage de chars et aussi assez oppressant. Donc mieux vaut peut-être voir celui-là, ça évite de. Si on veut vraiment avoir un ressenti par rapport aux relations d'un équipage. À la limite, vaut mieux aller voir peut-être la bête de guerre ou Lebanon, parce que vraiment ce film-là fonctionnait vraiment très bien et vraiment très intéressant. Bon, si après on veut un truc un peu plus popcorn movie, un peu plus un peu plus avec Brad Pittien, voilà, peut-être aller voir ce film. Bon, en tout cas, voilà, si on veut en prendre plein les yeux, surtout plein les oreilles, allez voir ce film. En fait, si vous voulez pleurer comme Shia LaBeouf. Non, mais ça pose, je trouve, vraiment aussi la question des acteurs producteurs, quoi, parce que il y a Tom Cruise aussi des fois qui nous a fait le coup, enfin même plusieurs fois. Non, mais et entre autres, devenu un petit peu. Mais là, Tom Cruise se rattrape, mais en même temps, Tom Cruise se parodie lui-même, donc il fait tout maintenant, Tom Cruise. Oui, mais moi c'est drôle, parce que Brad Pitt, c'est vrai qu'à l'époque de 12 Years a Slave, c'est vrai que ça avait gâché le truc, quoi. Ah, mais ça gâche un peu je produis, donc je suis le gros gentil dans l'affaire. Mais là, c'est vrai que c'était hyper décevant. Dans ce film-là, on a vraiment l'impression qu'il est dans son rôle et qu'à un moment, il dit non, je peux pas laisser cette image-là à mes fans. Oui, mais c'est ça. Donc, je vais montrer qu'en fait, je suis un bon gars. De pas jouer un salaud intégral ou de pas jouer. Il l'a fait dans Inglourious Bastard, quoi, mais c'était vraiment c'était le côté un petit peu comique du machin, quoi. Donc c'est pas, dès qu'effectivement, ça risque de salir son image. Enfin, voilà, après, on est acteur, on l'est pas, quoi, mais bon, c'est beaucoup d'acteurs qui prennent dessus, c'est comme, tu m'avais dit Steven Seagal dans Machete, le seule personne qui peut tuer Steven Seagal, c'est lui-même, quoi. C'est ça? C'est juste la référence. La référence, j'ai du mal à la voir. Non, mais je veux dire, parce que des acteurs producteurs, t'en as quand même pas mal, et qui ont cette réserve, ça n'a pas de répercussion dans leur jeu, et il faut savoir que quand même, s'il y a deux acteurs qui cultivent leur ego, c'est bien Brad Pitt, et ça ne remonte pas d'hier, et puis surtout Tom Cruise, quoi, je veux dire. Sont pas les seuls. Je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs, mais qui ont tant de poids, et surtout que ça se voit autant à l'écran. Ça joue sur la qualité du film. Tout en sachant que je trouve que Tom Cruise a mis un petit peu de l'eau dans son vin depuis l'affaire. Ah oui, il a mis beaucoup de l'eau. Depuis qu'il s'est fait virer de la Paramount, il a un tout petit peu plus. Edge of Tomorrow ou Oblivion, je trouvais que on retrouvait un Tom Cruise intéressant. Et c'est pas des mauvais films en plus de ça. Enfin, Oblivion, je sais pas, mais Edge of Tomorrow, c'est bien regardé, hein.
Même même s'il a ce côté un peu autoparodique qui m'agace un petit peu, mais au moins il est plus. Mais c'est drôle. Au moins c'est drôle et au moins il se moque de lui-même, quoi. Alors que Brad Pitt, en tout cas dans. Et puis même il a fait dans d'autres films, il s'autoparodie complètement dans le Tonnerre sous les tropiques de Ben Stiller, et il est pas du tout producteur dedans. Là, on le reconnaît pas, c'est pas. Ouais, mais tu le vois à la fin. Tu vois son nom générique à la fin, ceux qui regardent le générique de fin. Bon, oui. Voilà. Et voilà. Son image. Mais n'allons pas blesser les éventuels fans de Brad Pitt et de Tom Cruise, éventuellement s'il y en a dans la salle. Non, mais on les aime bien. C'est pas qu'on les aime pas, c'est que on les aime bien. Mais c'est qu'ils sont Brad Pitt est un peu agaçant. Il fait des choix de films qui sont intéressants, mais après il bousille lui-même les films dans lesquels il joue avec ce comportement-là, quoi. Donc c'est un peu dommage parce qu'il fait des bons choix. Il a une bonne filmo, Brad Pitt. Ah bah oui, plutôt. Bah ouais. Donc c'est. Mais bon, c'est vrai que maintenant il est papa, il veut plus laisser l'image de Fight Club, quoi, par exemple. Qui avait dit cette connerie énorme de un acteur, je sais plus qui avait dit ouais maintenant je suis père, je peux plus jouer les mêmes rôles, je peux plus donner la même image. Attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire? T'es acteur ou tu fais des choix de films, tu veux raconter des histoires? Bon bref. C'est pas Johnny Depp ça? Je sais pas. Ah, ça se peut que ça soit Pirates Johnny des Depp. Caraïbes et tout. Je crois que c'est Johnny Depp. Ça serait pas étonnant de Johnny Depp. Maintenant, je veux laisser des rôles oubliables. Voilà, je fais des films pour mes enfants. Voilà, je fais des films pour mes enfants, c'est pour ça que je suis chez Disney. C'est bête pour nous. Mais bref. C'était le positionnement de Kevin Costner pendant longtemps. Il se refusait de faire des films hyper violents pour ses enfants aussi. Bon, il a bien changé entre deux, je sais pas ce qu'il a fait de ses enfants parce qu'il a fait des films actifs. Donc, c'est visible. Donc, tu conseilles plutôt. Bah, ouais. La première demi-heure. La première demi-heure, voilà. Partir. Et après, on peut partir. Si vous avez été époustouflé, je dis bien époustouflé par la séquence d'introduction du Soldat Ryan et que c'est ce genre de séquence que vous avez envie de temps en temps de retrouver même dans du popcorn movie, allez voir le film. Oui, non, mais il y a aussi une expérience, c'est aussi à la fois une expérience, on va dire affective ou du moins, je sais pas, on dit l'affect ou du ressenti, mais c'est aussi un ressenti sensoriel, un peu comme Gravity, un peu différent. Voilà. Je trouve que moi, encore une fois, le Soldat Ryan, quand j'ai vu la séquence d'introduction au cinéma, j'ai vécu une vraie expérience cinématographique en plus de l'histoire qui m'était racontée et la perception que j'ai eue par rapport à l'horreur de la guerre. Mais on va dire au niveau sensoriel, c'est la première fois que j'ai reçu. D'ailleurs, la bande son, c'est marrant que je parle de Gravity parce que c'est exactement le même compositeur qui a fait la bande son. Il s'occupe du son et de la musique. Et je pense, quand tu écoutes en fait la bande musicale indépendamment des images, j'ai pas vu le film, c'est vrai que tu retrouves la même force expressive physique que quand tu écoutes Gravity, quoi. Il y a quelque chose de d'ailleurs, c'est le même compositeur, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. C'est pour ça. Bon, y a pas de. Bon, en tout cas, on va se faire une petite pause avec Georges Delerue. Et et Mike Nichols, c'est ça? Oui, bah tiens, pour un film un peu engagé là, parce que c'était le Silkwood. C'est lequel? Le Mystère Silkwood avec Meryl Streep. Adapté d'un fait divers réel. On va écouter ça et puis on revient pour les deux derniers films de la soirée, donc Massacre à la tronçonneuse et John Wick. Merci. À tout de suite. Film que personne n'a vu. Film que personne n'a vu. Film que personne n'a vu.